Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre quelques instants que tout le monde parvienne à se connecter. Voilà, il est 14 heures. On va simplement prendre, voilà, juste quelques instants pour laisser l'ensemble des participants qui se sont inscrits nous rejoindre. J'espère que tout le monde nous entend bien. Dans le bas de l'écran, vous avez une petite barre d'outils avec une petite bulle avec marqué chat en dessous. Si jamais vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous le signaler. Mais certaines personnes sont en train de me dire que oui, qu'au niveau du son, tout semble bien fonctionner. Donc c'est parfait. Eh bien, il est 14h01. Bah, je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à tous. Toute l'équipe Easily, c'est très heureuse de vous proposer ce webinaire cet après-midi. On va passer donc 1 heure ensemble, 45 minutes donc d'échange avec nos invités, Serge Mantel et Nicolas Le Maréchal, et puis donc 15 minutes pendant lesquelles on tentera de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite justement à pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire dans l'encart prévu à cet effet. Donc, en bas de l'écran, vous avez en fin de compte donc deux petites bulles avec marqué Q et R. Donc, si vous cliquez, vous avez la possibilité directement de pouvoir poser votre question. Et donc, on les prendra donc à la fin de l'échange donc, avec nos deux invités. Donc cet après-midi, en fait, on va parler d'achat durable, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque, on le sait tous, la loi Egalim, donc, elle a notamment été votée pour réduire notre impact environnemental. Donc d'une part en agissant contre le gaspillage alimentaire, et puis pour faire de la restauration aussi l'un des leviers d'approvisionnement durable. Donc pour rappel, hein, au niveau du gaspillage, aujourd'hui, on a 70 grammes par personne qui est donc gaspillé dans le primaire. Ce chiffre grimpe à 135 grammes par personne dans les collèges et on atteint donc 150 grammes par personne dans les lycées. Donc, c'est vrai qu'on se dit, en fin de compte, en réduisant le gaspillage, peut-être pouvons-nous, en fin de compte, voilà, dégager des budgets de manière à investir davantage, acheter davantage local, à acheter davantage de produits labellisés. Donc, c'est ce qu'on va voir cet après-midi, hein. C'est vrai que je suis entourée donc, de Serge Mantel et de Nicolas Le Maréchal, deux de nos clients avec lesquels on va pouvoir justement voir comment eux, en fin de compte, ont réduit leur gaspillage, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour réduire leur gaspillage alimentaire et comment font-ils pour s'approvisionner au plus juste et favoriser voilà, les produits locaux et les produits labellisés. Donc, je vais leur laisser la parole. Je vais demander peut-être à Serge Mantel de se présenter et donc ensuite Nicolas Le Maréchal prendra la suite. On vous écoute, Serge. Merci. Bonjour à tous. Donc, Serge Mantel, chef du service restauration et éducation goût pour le conseil départemental du Val d'Oise. Donc, pour faire rapide en termes de présentation, le département du Val d'Oise, au niveau du service restauration, c'est la gestion de 111 collèges,
une cuisine centrale, 2 restaurants administratifs, c'est environ 35 000 repas par jour, donc pour un effectif sur l'année d'à peu près 4,8 millions de repas, avec une spécificité sur le département, puisque nous avons 3 typologies de production. On a 52 collèges qui sont aujourd'hui en production sur place, donc avec des équipes dédiées et où ils font effectivement la prestation dans les locaux du collège. On a aussi 24 collèges qui sont ce qu'on appelle en production d'assemblage, où là c'est un marché qui est dédié à un prestataire de service. Et pour finir, on a une cuisine centrale qui alimente 35 collèges en repas livrés, donc avec le process de la liaison froide. Voilà. Nicolas? Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nicolas Le Maréchal. Donc, moi, je travaille pour le Conseil régional de Normandie. Donc, je suis le responsable de la cuisine centrale et du pôle de restauration mutualisé des lycées de Coutances. Alors, c'est un mot qui est un peu long, mais en fait, ce pôle-là est né d'une fusion entre 3 établissements dont les cuisines étaient relativement vieillissantes. Et puis, avec des raisons démographiques qui étaient un petit peu en baisse, eh bien, la région Normandie a souhaité faire un pari très intéressant de mutualiser la restauration en y incorporant notamment beaucoup de qualité et en créant une cuisine centrale. Et en parallèle, je suis également formateur interne à la région Normandie pour les collègues chefs de cuisine et seconde cuisine des lycées normands. Nous avons 128 établissements qui ont un service de restauration avec voilà, toute une démarche de qualité, d'achat de produits locaux. Ok, parfait. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir accepté de participer à cet échange cet après-midi. Donc, parlons déjà du côté gaspillage alimentaire. Donc, aujourd'hui, concrètement, quelles sont les différentes démarches que vous avez pu entreprises dans les différents restaurants scolaires? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi, ben, en fin de compte, comment ça s'est traduit en résultats concrets? Comment vous avez fait en sorte pour mesurer aussi l'efficacité des différentes mesures que vous avez pu mettre en place? Peut-être, je ne sais pas, Serge ou Nicolas, comme vous voulez. N'importe. Donc, concernant le conseil départemental du Val d'Oise, comment dire, l'intérêt que l'on a sur le département, c'est qu'on a plusieurs directions. Donc, nous, on travaille essentiellement aussi avec la direction de l'environnement et du développement durable. Donc, avec cette direction, donc, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire. Et pour revenir sur ce que présentait Ariane, effectivement, le constat était que nous sommes pas loin des 135 grammes de déchets au quotidien des collégiens. Donc nous, pour confirmer ce chiffre-là, on a effectué donc avec la direction de l'environnement donc des pesées, dans un premier temps des pesées, puisque l'idée effectivement c'était d'avoir une photo à l'instant T de ce qui se passait dans nos collèges concernant les volumes qui étaient jetés. Donc par ces campagnes de pesées, ça a confirmé effectivement les grammages qui ont été cités. Et aussi, ça a ouvert aussi les yeux sur le gaspillage alimentaire, parce que celui-ci, au final, il n'est pas seulement, et je pense que Nicolas reviendra dessus, mais il n'est pas seulement effectué par les collégiens qui jettent, qui prennent automatiquement, parce que c'est aussi le constat, c'est que les collégiens ont un automatisme à partir du moment où ils passent dans un self, ils ont un automatisme de prendre l'ensemble des périphéries et du plat garni qui leur sont proposés. Donc cet automatisme génère automatiquement du gaspillage alimentaire. Mais le deuxième constat qu'on a fait, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a aussi un gaspillage au sein de nos productions, nos propres productions, à travers de la surproduction. Ça veut dire que, et ça c'est un échange qu'on a déjà eu avec Nicolas, et c'est le constat qu'on a fait tous les deux, c'est qu'aujourd'hui on a aussi d'anciens chefs, d'anciennes équipes qui sont installés dans une routine, dans des habitudes pour lancer un volume de production, et qu'il n'y a plus cette notion d'être attentif à l'effectif réel ou à un changement de... Ah, je crois qu'on a perdu Serge. Zut. Alors, ouais, je pense que Serge a peut-être un petit problème réseau. Je vois que Nicolas, vous êtes avec nous. Alors, voilà, je vais prendre un petit peu le relais. Parce que je veux bien. J'ai l'air d'être un petit peu figé. Le temps que Serge nous retrouve.
Donc, ce que disait Serge tout à l'heure, et je le partage pleinement, c'est vrai que le gaspillage alimentaire, il y avait peut-être des us et pratiques qui étaient un petit peu ancestrales dans certains établissements et des cuisines collectives. On avait des gens que, voilà, on avait un effectif, on produisait pour l'effectif, et puis on ne se posait peut-être pas forcément la question de savoir ce qui pouvait être mis en place pour pouvoir justement diminuer tout ce gaspillage alimentaire. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la région Normandie, et moi, notamment plus au niveau de notre pôle de restauration mutualisée à Coutances, on a réussi à descendre à 55 grammes par plateau de Bravo. gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est le fruit d'un travail collégial avec l'ensemble des collègues chefs de cuisine normands et de nos équipes de restauration sur le site de Coutances. Comment on en est arrivé là? Eh bien, en mettant plusieurs axes en place. Donc déjà, l'idée, c'est d'aller chercher l'élève dans le monde, là où il vit au jour d'aujourd'hui. Il faut essayer de s'approcher de son propre monde. Et comme le disait très bien Serge tout à l'heure, l'élève, aujourd'hui, il arrive dans un service de restauration et il a l'habitude de prendre ce qui lui est proposé. Alors nous, on a fait le pari plutôt que de dire de mettre en place des salades bars, de mettre en place des libres services de légumes vapeur, de façon à ce que l'élève, lorsqu'il arrive, en fait, il n'a pas le sentiment de la peur de manquer, dans la mesure où en fait l'élève va prendre ce qu'il a besoin, mais il sait pertinemment qu'il pourra venir rechercher, si besoin, et se resservir au cas où. Donc, les bases qu'on a mis, déjà, on a mis le pain en fin de chaîne parce qu'effectivement, on s'est aperçu que beaucoup de services de restauration mettaient les pains en début de chaîne. Et là, l'élève, il arrive, il vient d'avoir 4 ou 5 heures de cours. Nous, on a des établissements un peu particuliers parce qu'on a des lycées professionnels où on forme des élèves au métier du bâtiment. Donc, effectivement, quand l'élève a été en atelier toute la matinée, eh bien, lorsqu'il arrive, il dit chef. Il a faim. Et effectivement, à la fin, parfois, ils ont un peu, comme on dit, les yeux un petit peu plus grands que le ventre et ils ont tendance à se servir beaucoup plus que ce qu'ils auraient besoin. Donc déjà, en mettant le pain en fin de chaîne, l'élève passe déjà devant, il a déjà commencé à voir un petit peu toutes les composantes du repas et quand il voit déjà son plateau un peu garni, on s'est aperçu qu'au final, il arrive à se maîtriser sur le niveau de consommation du pain. Après, en ce qui concerne tous les hors-d'œuvre, toutes les entrées, on a tout mis en salade bar. Donc, pour pouvoir être conforme au GMRCN, on a retravaillé toutes nos fiches techniques, effectivement, pour faire en sorte de ne pas mettre en libre service des entrées à plus de 15% de matière grasse. Donc, c'est passé par des assaisonnements à base de fromage blanc, etc., pour pouvoir rester malgré tout dans des fréquences libres. Et puis, on a travaillé sur le contenant. Le contenant, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'au départ, on avait un vaisselier qui était un peu trop grand. Et là, pour le coup, chez un élève, comme chez nous d'ailleurs, il y a une très grande peur que les gens ont, c'est la peur du vide. Et lorsqu'on a un contenant qui est très grand, force est de constater qu'on a tendance à vouloir se le remplir. Ouais. Donc, on a travaillé un petit peu sur les contenants. Donc, on a acheté des contenants beaucoup plus petits, ce qui permet à l'élève de se servir. Quand le contenant est plein, bien évidemment, il ne va pas en mettre à côté, il va manger. Et bien souvent, on s'aperçoit que s'il a faim, il peut revenir, mais on s'aperçoit finalement que ce qu'ils avaient pris leur suffisait amplement. Et du coup, ces économies-là nous ont permis de pouvoir, je dirais, diminuer de manière significative le grammage plateau. J'ajoute qu'en termes de nos productions également sur le service de restauration, plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de travailler pour un effectif complet. Nous, on produit des repas environ pour 2000-2200 couverts par jour. Eh bien, on va plutôt programmer une production, je dirais, fixe, on va dire de 1500-1600 couverts. Et puis le restant, ça va être aléatoire au flux tendu. Ça va être des cuissons vraiment au dernier moment, des cuissons de viande, des steaks, des escalopes, des choses comme ça qui vont arriver éventuellement en fin de service, où on va pouvoir justement ajuster au mieux les quantités sans pour autant produire des surconsommations, des surproductions. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment dans les cuissons des pâtes, où nous, on est équipé de matériel de type Vario Cooking Center, où voilà, si on a besoin d'une cuisson, par exemple, de 70 kg de pâtes, eh bien, effectivement, on ne va pas faire comme on pouvait faire ancestralement sur les 70 kg de pâtes, on met en bac et ça se termine en armoire chaude. Non, aujourd'hui, on va plutôt démarrer avec 20 à 25 kg de pâtes en moins. Voilà. Donc, on va partir sur le début du service et puis après, eh bien, on va faire plusieurs petites cuissons et on va pouvoir pratiquement, in fine, finir les services avec la cuisson de pâte quasiment à la poignée. Ce qui permet d'arriver au plus juste en termes de quantité et au niveau de la surproduction, il n'y en a quasiment pas.
Donc ça, ajouté au fait que le gaspillage que peuvent faire les élèves derrière, on fait toute une sensibilisation en leur disant, voilà, aujourd'hui, le gaspillage, il était de tant de grammes par plateau. Le coût du moyen du repas, eh bien, c'était par exemple 2 euros ou 2,20 €. On multiplie par le grammage. Et puis en face, on multiplie par le nombre du jour de fonctionnement dans une année scolaire. Et on leur dit, avec cet argent-là, eh bien, on aurait pu faire telle animation, telle chose. Et là, pour eux, c'est vraiment très parlant parce qu'on va les chercher dans leur monde. Et si on leur dit, on pourrait faire par exemple une soirée raclette pour nos internes, ou si on leur dit, on pourrait faire une soirée festive avec des petits fours, des petites choses comme ça pour des soirées boom, ou même des journées à thème de type Italie, Espagne, Mexique, peu importe, mais des choses vraiment très intéressantes, eh bien effectivement, là, l'élève, il se dit, zut, il faudrait peut-être quand même qu'on fasse relativement attention. Et on arrive, c'est un pari qui se trouve plutôt gagnant. Oui, donc là, donc vous êtes arrivé à 55 grammes, hein, c'est ça? Absolument. Et vous étiez parti de quelle était votre base enfin, lorsque vous avez fait vos premières pesées, vous étiez à combien de grammes On, par personne? on était à 119 grammes, donc on a diminué D'accord. le gaspillage alimentaire d'environ 50%. Eh ben, super. Donc en agissant aussi bien finalement côté production que aussi côté mise en place et donc côté sensibilisation. Alors, Donc super. il y a une sensibilisation et puis il y a aussi le fait que euh, dans nos établissements, chaque année, Mhm. les premières années, j'interviens dans tous les cours de première année où on leur explique un petit peu ce qu'est la restauration au sein de leur établissement. Donc, quelles sont nos contraintes en termes de réglementation, parce qu'il y en a. Ah oui, très Voilà. intéressant. Comment est-ce qu'on construit un plan alimentaire? Comment on construit un menu? Qu'est-ce que c'est que le GMRCN? Pourquoi on ne va pas mettre du ketchup avec les pâtes ou de la mayonnaise avec les frites? D'accord? Et puis en fonction de ça, une fois qu'on leur a expliqué ça, eh bien, on va leur dire malgré tout comment est-ce qu'on va pouvoir se faire plaisir maintenant dans l'assiette, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter du bien-être au moment du repas et faire en sorte que ce soit un moment agréable. Mm. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a filmé la visite de tout le service de restauration, donc de la cuisine Super. centrale jusqu'au restaurant satellite. Et là, en fait, l'élève, quand il arrive dans le frigo, qui voit voilà, les légumes frais, les poireaux locaux, le maraîcher du coin qui vient faire une petite animation parce qu'il a eu des tomates sympathiques à proposer aux élèves, et bien là, il voit les choses un petit peu différemment. Et derrière, c'est toute une pédagogie qui se met en place. Et en Mm. intervenant dans chaque cours de première année, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les élèves sont un petit peu au fait de ce qu'est notre politique de restauration. Et c'est plutôt un pari gagnant. Eh ben, merci Nicolas pour ce partage de bonnes pratiques et de bonnes idées. Alors ben, Serge est revenu, Oui, ouf, il est on revenu. est nous l'a rassuré. Donc alors c'est intéressant, hein, Nicolas nous disait que voilà qu'il y avait aussi une sensibilisation par rapport au goût. Et vous, Serge, justement dans votre titre, Mmh. il y a bien justement éducation au goût. Donc Goût, tout à on fait. va vous Mmh. laisser terminer votre intervention, Serge, sur vous, ce que vous avez fait au niveau du département dans Ouais, les différents établissements. Allez-y. très bien, ouais. Pour compléter effectivement tous les propos de Nicolas, nous aussi, comme je vous ai expliqué, à l'issue de ces campagnes de pesée et des retours des résultats, on a aussi pris deux pistes d'orientation. Donc, on a une piste d'orientation effectivement qui était spécifique aux collégiens, où on s'est aperçu où il était important, et je pense que Nicolas l'a abordé, sur le fait de remettre effectivement le collégien ou le lycéen qui soit acteur au milieu un petit peu Ouais. de cette action de gaspillage alimentaire. Donc nous, on a remis effectivement le collégien au milieu en disant, en retravaillant comme Nicolas le fait sur des salades bars, sur des desserts bars, etc. On a retravaillé aussi aujourd'hui sur nos plonges, puisqu'on avait des plonges qui étaient équipées encore avec ce qu'on appelait vulgairement des mitraillettes, hein, pour déposer les plateaux. Donc là, effectivement, il n'y avait pas prise de conscience de la part des collégiens sur les volumes de déchets qu'ils produisaient. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur du débarrassage participatif, où là, Mhm. c'est vraiment le collégien qui aujourd'hui débarrasse son assiette, et on espère effectivement à travers ça, on le constate, c'est que le collégien prend vraiment l'ampleur des déchets, du volume des déchets qu'il jette. À travers ça, on s'était aperçu, à travers nos enquêtes, ne serait-ce que pour le pain, puisque le pain
dans un bon nombre de collèges étaient distribués en début de ligne de self, alors que effectivement le collégien, par un automatisme, hein, je sais ce que je parlais, hein, de par automatisme, prenait un ou deux morceaux de pain à chaque fois, ne sachant pas ce qu'il allait consommer, enfin ce qu'il allait déjeuner. Alors aujourd'hui, on a déplacé effectivement le pain en fin de ligne, donc le pain il est pris en fonction, et effectivement on avait quand même divisé par deux aujourd'hui le gaspillage du pain. Ouais, Alors ça rejoint le discours de Nicolas sur le pain qui a en effet opté pour la même pratique que vous, le mettre en fin de ligne plutôt qu'au début. Voilà. Et la deuxième orientation qu'on a prise, c'est ce que j'expliquais, c'était ce constat de surproduction. Donc, et après recherche et après de l'automatisme, on s'est dit aujourd'hui, comment on peut travailler. Alors, nous, le constat qu'on a fait, c'est aujourd'hui, on travaille effectivement en collaboration avec EasyLis sur la mise en place d'une GPAO, hein, donc d'une gestion de la production assistée par ordinateur. Donc, aujourd'hui, nous, on en a développé deux, hein. Une GPAO premium, entre guillemets, un peu plus pointu pour la cuisine centrale. Et on a une GPAO simplifiée aujourd'hui que l'on est en train d'expérimenter sur 10 collèges. Et cette GPAO, nous, on est parti du principe aussi, c'est d'accompagner nos chefs dans la mise en place de fiches recettes, donc de fiches techniques, où effectivement on y intègre aujourd'hui cette notion entre guillemets de chiffrage d'une recette, mais également de produits bruts, de produits rendus, parce que c'est une notion que n'avaient pas toujours nos chefs. Comme le disait Nicolas, on parlait de cuisson des pâtes, mais voilà, un chef sur une cuisson de spaghettis ou sur une cuisson de macaroni, le rendu final en termes de volume n'est pas le même, effectivement, suivant le produit. Et le conseil, c'est à travers ces fiches recettes, c'était effectivement de travailler sur un grammage qui est donné au GEMRCN, mais en plus d'introduire ces taux de rendement. Et le dernier point, et Nicolas l'a évoqué, je pense qu'il y avait aussi, et vous l'avez dit, Ariane, c'est aujourd'hui, on a insisté sur le nom du service, hein, service restauration et éducation au goût. Et pour cela, on a réalimenté aujourd'hui ce qu'on appelle un club des chefs. Donc, sur les 111 collèges, aujourd'hui, c'est 25 chefs qui sont adhérents donc, à ce club des chefs, hein, où les chefs tournent tous les 2 ans, hein, parce que l'idée, c'est quand même qu'on ait aussi un turnover qui nous permet de réavoir une nouvelle impulsion au sein du club. Et c'est aussi un travail sur l'innovation culinaire. Donc, et je rejoins totalement Nicolas, il y a un travail de fond aujourd'hui qui est fait sur les contenants, mais on a aussi également travaillé aujourd'hui sur nos fiches recettes, sur nos recettes à proprement dit. C'est l'exemple que je donne à chaque fois parce que c'est quand même un marqueur. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même affaire à des collégiens, des lycéens. Donc, on est sur des adolescents. On n'est plus sur une restauration mater primaire où là, ils ont besoin de se retrouver un petit peu comme au restaurant à la maison. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur de la verrine, sur effectivement des plats où il y a un peu de déco. Et l'exemple que je donne, ça à chaque fois, c'est aujourd'hui notre fameuse betterave vinaigrette que l'on servait avec une betterave dans une assiette blanche, avec des cubes de betterave, avec une bonne vinaigrette industrielle. Et aujourd'hui, cette même betterave vinaigrette, elle est montée en mousseline, elle est présentée dans une verrine avec une vinaigrette maison. Donc, il y a aussi, c'est aussi notre rôle à partir du moment où on fait de l'innovation culinaire pour la découverte du goût, ça déclenche aussi du non-gaspillage parce qu'aujourd'hui, on a cette obligation d'éducation nutritionnelle, hein, d'éducation à travers le goût de nos collégiens. Oui, merci. Alors, on a quelques questions. On a Fabienne Bourgeois qui nous dit les salades bar et la Covid. Alors, compatibles ou pas? Alors, effectivement, les salades bar et la Covid, non, pas compatibles, bien évidemment. Et c'est Mince. vrai que la situation sanitaire, eh bien, elle est ce qu'elle est, elle est bien ennuyeuse pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, effectivement, à cause de la Covid, on a bien été obligés de fermer nos salades bar et nos desserts bars. Bon, maintenant, on espère bien évidemment que ce n'est que provisoire et que ça va pouvoir rentrer dans l'ordre le plus vite possible. Pour autant, on essaie quand même malgré tout d'apporter un maximum de diversité et comme le disait très bien Serge tout à l'heure, de travailler beaucoup sur le visuel, de travailler beaucoup sur l'affectif de l'usager et de faire des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus
Par exemple, lorsqu'on travaille sur des produits charcutiers, des choses comme ça, lorsqu'on a la chance d'avoir un petit artisan du coin qui va nous fabriquer la petite terrine à l'andouille, la petite terrine de canard aux pommes, eh bien, plutôt que d'en mettre des grandes quantités, nous, ça va plutôt être la petite tranche de pain bio et on va mettre le petit morceau de terrine dessus qu'on va mettre sur un bord d'assiette au salade bar pour que l'élève puisse le goûter malgré tout. Et du coup, quand on met des très petites quantités, ben, du coup, l'élève peut peut-être prendre parfois 2 entrées au niveau de la ligne de self. C'est de cette façon-là un petit peu qu'on a essayé d'adapter notre mode de fonctionnement avec les contraintes de Monsieur Covid-19. Voilà. D'accord. Bah, je crois que ça rejoint en ce cas-là. Donc, on a également Céline. Alors, excusez-moi, je pense que je vais écorcher votre nom de famille, Madame Beurgravé, qui disait, vous n'avez pas d'élèves qui se remplissent plusieurs bols, car chez nous, c'est le cas. Donc oui, mais si c'est des petites quantités, en fin de compte, ça pose pas de souci. Mais c'est tout l'intérêt, justement, peut-être, à mon avis, il me semble, de faire un diagnostic de son propre vaisselier au sein de son service de restauration. Et je crois que quand on veut démarrer une démarche comme celle que l'on a pu mettre en place ou comme celle que Serge met en place au sein de ses établissements, eh bien, c'est voilà, de faire en premier lieu un diagnostic sur le vaisselier qu'on a. Et forcément, on ne peut pas mettre des bols de 50 centilitres à disposition d'élèves qui ont entre 12 et 18 ans pour les collèges et les lycées, parce que sinon, ça va être très, très, très vite devenir un petit peu n'importe quoi. Donc, je crois que ça nous permet malgré tout de leur donner le choix, tout en maîtrisant les quantités par la force des choses, puisque le contenant est beaucoup plus limité. D'accord. OK. Parfait. Serge, vous souhaitez réagir? Alors, Nicolas, on a un participant qui nous demande si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ou vous rapprocher un tout petit peu de votre micro. Très, très bien. Est-ce que Serge, vous souhaitez compléter sur les deux Ouais, questions qu'on a eues? je vais pas compléter parce que Nicolas voilà, aborde le sujet en connaisseur, mais il a entièrement raison. À un moment donné, effectivement, ça se régule. À un moment donné, ça se régule. C'est vrai qu'au tout début, lorsqu'on met un salade bar ou un dessert bar en place, effectivement, les collégiens ou enfin nos convives se jettent dessus parce que c'est nouveau, etc. Mais au bout de quelques temps, ça se régule tout seul. D'accord. Et là où Nicolas a entièrement raison, c'est je pense qu'il y a un travail à faire effectivement sur ces contenants, voilà, avoir plusieurs contenants et être, on a tendance des fois à récupérer ce qu'on a sur place, c'est-à-dire des grandes assiettes, des grands bols, etc. Et aujourd'hui au salade bar, on met ce qu'on a, c'est-à-dire le bol à soupe. Voilà, non, il faut effectivement réavoir cette notion de mettre les contenants, un certain nombre de contenants différents qui permet effectivement, en fonction de la petite fin, de la grande fin de nos collégiens ou de nos lycéens, et ben, qui se servent en fonction du contenant. OK. Je vous propose qu'on passe donc à la seconde partie, donc à savoir sur l'approvisionnement local. Alors d'une part, alors oui, donc le législateur nous dit il faut augmenter la part des produits locaux, des produits bio, enfin des produits labellisés. Aujourd'hui, dans vos établissements, justement, connaissez-vous la part des achats labellisés bio que vous servez en moyenne dans vos restaurants scolaires? Alors, nous, pour le département, la complexité, et tout le monde va, enfin, les collègues qui sont dans des collectivités vont le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, les collèges sont ce qu'on appelle des EPLE, donc des établissements complètement autonomes. Donc, en termes d'achat, en termes d'initiation des trames menus, etc., malgré qu'aujourd'hui, on rentre par le biais de la GPAO dans ces collèges-là. Donc, cette vision-là, nous, on a du mal à la récupérer, mais on l'a sur la cuisine centrale, puisque sur la cuisine centrale qui effectue aujourd'hui, qui fabrique un peu plus de 7300 repas jour, qui distribue 35 collèges. Hein, ça nous donne à peu près un tiers de nos collèges sur le département. On sait qu'on est quasiment à un peu plus de 22% en produits bio. Et pour l'ensemble des autres produits, on met régulièrement effectivement du label rouge pour l'ensemble de nos volailles. On est plutôt sur de la race à viande pour tout ce qui est nos viandes bovines. Et on essaye de mettre le plus souvent possible du MSC au niveau de nos produits de la mer. Donc voilà, donc on a une bonne portion. Alors ça, c'est comme je vous le dis, hein, c'est identifié sur les 35 collèges du département. Néanmoins, on espère effectivement à travers cette GPAO
qui nous permettra aussi, c'est ce qu'on travaille effectivement avec Thomas Guérin qui est chez Isilis, c'est qu'aujourd'hui, dans quelques temps, on soit administrateur dans le cadre de la trame de nos menus et qu'on puisse effectivement proposer à travers cette GPAO une trame menu dans laquelle on va intégrer effectivement aujourd'hui l'orientation qui est donnée par la loi Egalim, hein, parce que 1er janvier 2022, c'est 50% de produits durables, dont 20% de bio, en valeur euro et plus en fréquence comme on avait à l'époque. Mmh. Mmh. Nicolas, vous, comment ça se passe? Alors, nous, au niveau de la région Normandie, il faut savoir qu'il y a, en plus de ce que nous demande la loi Egalim, hein, ce qui légifère, c'est la loi Egalim, mais au niveau du Conseil régional de Normandie, il y a une politique qui a été mise en place par nos élus, par le président Hervé Morin. Et cette politique s'appelle le plan Je mange normand dans mon lycée, qui incite l'ensemble des chefs normands à utiliser des produits issus de fournisseurs locaux et surtout de fournisseurs présents sur le territoire normand. Ce projet-là, il est ambitieux. À terme, il tend à ce que les cuisines des lycées normands puissent arriver à 80% de produits normands au sein de leur restauration. Donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux qui, pour l'instant, soyons honnêtes, n'est pas complètement atteint. Néanmoins, cette politique, elle est là. Elle a le mérite d'exister parce qu'il y a une mesure de récompense par le biais d'une labellisation régionale au niveau des différents établissements qui jouent le jeu. Il y a un classement tous les ans qui est fait et qui est basé sur les statistiques des logiciels Isilis et Presto pour ceux malheureusement qui n'ont pas la chance d'avoir Isilis. Et donc là, il y a un contrôle qui est fait par la direction de l'agriculture du Conseil régional de Normandie auprès de nos fournisseurs pour voir si ce qui est déclaré correspond bien un petit peu à ce qui est réellement acheté en termes de produits normands. Et alors pour le coup, eh bien après, il y a une espèce de petit challenge qui se fait entre les différents chefs de cuisine pour pouvoir faire en sorte de motiver tout le monde et ça tire vraiment tout le monde vers le haut. J'ajoute que ce plan Je mange normand dans mon lycée a fait l'objet d'un certain nombre de démarches très intéressantes, notamment la création d'une cartographie sur notre site interne qui permet d'avoir vraiment toute l'offre locale disponible au plus près de son établissement. Et c'est un outil extrêmement précieux puisque lorsque on réalise les travaux sur le marché et notamment les travaux de sourcing en préalable de notre marché, eh bien, ça nous permet, nous, d'aller chercher quelle est la ressource disponible à disponibilité immédiate de chez nous pour pouvoir ensuite construire notre marché pour faire en sorte que ces fournisseurs locaux puissent répondre et rentrer parmi nos fournisseurs. Ok. Ouais. Moi, je vais me permettre de rebondir à Ariane Allez-y, sur allez-y, les je vous en produits prie. de Nicolas, parce que Ouais. c'est vraiment aujourd'hui, Nicolas a cette vision et cette demande de la part du président sur la Normandie. Nous, on a exactement la même demande aujourd'hui de la part de Madame Cavecchi, donc la présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Aujourd'hui, il y a une vraie politique de restauration et à savoir, nous, sur le département, aujourd'hui, on nous a demandé effectivement aussi d'intégrer de plus en plus de produits de proximité. Alors, c'est à chaque fois la complexité entre le local et le proximité, puisque on l'avait évoqué plusieurs fois. Nous, aujourd'hui, effectivement, on est contenu par des marchés publics et dans le cadre, en plus, on est dedans, puisque nous, on est en train de relancer notre marché concernant le groupement de commandes donc, sur les lots alimentaires. Donc, on a été confronté effectivement à cette difficulté pour répondre d'un côté à la loi Egalim, où on essaye effectivement d'attirer tout ce qui est développement durable. Et nous, à travers ce mot développement durable, c'est les produits de proximité qui, pour certains, sont aussi des produits locaux. Donc ça, c'est une difficulté d'intégrer cette donnée dans un marché public. Alors, il y a différentes façons de l'intégrer, hein, en parlant de clauses de non-exclusivité qui nous permettent après, effectivement, comme le fait sans doute Nicolas, d'avoir des marchés de gré à gré avec des producteurs du coin. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté-là de pouvoir intégrer des produits de proximité au sein de nos trames de menu et de proposer aux collégiens, pour nous, effectivement, des produits valdoisiens. Alors, nous, la difficulté qu'on avait sur le Val d'Oise, c'est on n'avait aucune visibilité aujourd'hui du potentiel sur le territoire. Donc, on s'est associé aujourd'hui à la Chambre d'agriculture avec laquelle on a monté une convention
pour avoir une photo de, on sait que le Val d'Oise est une terre céréalière. Néanmoins, on sait qu'on a des arboriculteurs, on sait qu'on a des céréaliers, on sait qu'on a des volaillers, etc. Donc aujourd'hui, dans cette convention, il y avait dans un premier temps, elle était en plusieurs étapes. Première étape, c'est d'avoir une photo à l'instant T des possibilités qu'on avait sur le territoire. Dans un deuxième temps, d'identifier aujourd'hui les producteurs qui étaient en mesure et qui voulaient travailler aujourd'hui avec le Valoise. Et dans un troisième temps, aujourd'hui, on a fait déjà un petit galop d'essai. Nous, on a profité de la semaine du goût pour intégrer dans les menus de la semaine du goût des produits de proximité, effectivement, qui venaient du Valoise. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme le dit Nicolas, il y a une très forte volonté aujourd'hui d'intégrer ces produits pour mettre aussi, enfin, nous, je sais que cette demande de la présidente émane du Salon de l'Agriculture où elle a rencontré le président de la Chambre d'Agri parce que on a eu la chance, nous, d'être présents, d'avoir un stand au Salon de l'Agriculture et c'était toujours intéressant, effectivement, d'avoir cette relation avec nos producteurs. Ouais. Alors, je me permets, parce que je vois qu'il y a des questions justement très axées sur, ben voilà, mais bon, très bien, mais comment fait-on On a Olivier Pelan, par exemple, qui nous dit, oui, mais mon employeur territorial passe son temps à nous dire que l'on n'a pas le droit de mettre des critères géographiques dans nos achats et que le circuit court peut être biaisé. Donc, que répondez-vous? On a également Evelyne Bidot qui nous dit, bah oui, mais comment vont être classés les produits locaux de type producteur s'ils ne sont pas bio? Donc, c'est vrai qu'on a des questions sur justement la difficulté par rapport au marché. Comment, Bah, comment, comment vous avez fait, vous, ou comment vous faites? Enfin, ouais, enfin nous on a lancé un marché. Hein, donc aujourd'hui, le premier constat, on a eu un travail de fond qui a été fait en amont avec les chefs de cuisine, avec les chefs d'établissement, avec les adjoints de gestionnaires pour connaître aujourd'hui leurs attentes et puis aujourd'hui les difficultés qu'ils ont avec le marché existant. Ensuite, fort de cette expérience et de toutes les informations qu'on a récoltées, on a décidé d'avoir un allotissement plus important. Donc, on a alloti de façon plus importante. Ça veut dire que, pour donner un exemple concret, c'est aujourd'hui, à ce jour, on a un lot qui est viande fraîche charcuterie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce lot-là, quand il est commun, eh ben, on a des difficultés. Donc, on a décidé, là, dans le prochain appel d'offres, de lancer qu'un lot viande fraîche. Et à partir du moment où vous allotissez un peu plus spécifiquement les produits, eh ben, on va pouvoir, de façon juridique, hein, d'être complètement dans le cadre des marchés publics, mais travailler aujourd'hui, alors on parle de kilomètres, mais on n'est pas obligé de parler de kilomètres. On peut aujourd'hui, et je pense que Nicolas a la même réflexion, c'est de dire aujourd'hui pour les viandes, parler sur les temps de transport entre l'abattage et la transformation. On travaille sur la maturité des produits, on travaille sur la localisation des abattoirs. Enfin, il y a un nombre de possibilités aujourd'hui que l'on peut mettre dans nos CCP qui vont, et puis après, aujourd'hui, il y a aussi une réflexion à avoir dans nos marchés. Nous, aujourd'hui, le marché qu'on a fait pour l'ensemble des marchés de denrées alimentaires, on est parti sur un critère de prix qui est que de 35% et on a travaillé 65% sur les critères techniques et dans la critère technique, on a 15 points qui sont essentiellement axés aussi sur le développement durable où là, on a demandé effectivement une traçabilité kilométrique des différents produits. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que dit Serge. Enfin, évidemment, on est en harmonie. Hein. Je dirais que voilà, on a un peu exactement la même façon et la même vision des choses. Donc, pour répondre un petit peu à la question de comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser, entre guillemets, puisqu'on n'a pas le droit de marquer favoriser le local au sein des marchés publics, eh bien, il faut biaiser un petit peu en fait. Ce qu'il faut, moi, je pense qu'il faut travailler tout d'abord sur des nomenclatures. Assez varié. Il faut allotir au maximum. Et je crois que pour pouvoir réussir un véritable marché public, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire un travail de sourçage ou de sourcing et déjà d'aller voir un petit peu quelle est la ressource disponible au plus près de chez soi, de rencontrer les fournisseurs, de rencontrer les producteurs, de voir quelles sont leurs caractéristiques techniques qu'eux, ils ont à mettre en place. Ils ont parfois des petites caractéristiques de producteurs locaux
que d'autres n'auraient pas, notamment par exemple, bien, ils sont peut-être capables pour un maraîcher local de vous livrer, je dirais, de mettre un delta de une journée entre la cueillette et la livraison sur le site de production. Eh bien tout ça, c'est des petits éléments que l'on peut effectivement, comme le disait très bien Serge tout à l'heure, mettre dans nos cahiers de clauses techniques particulières, de façon effectivement eh bien, à pouvoir mettre en avant au maximum les produits locaux. Il est important aussi de faire un gros travail sur le cycle de vie des différents aliments, notamment sur la viande, ce qui permet de pouvoir, encore une fois, du coup, techniquement, favoriser un petit peu tout ce qui est producteur local. Et puis, il convient d'être très prudent dans la construction de son marché et notamment des bordereaux de prix unitaires. Parce que pour faire des formations, moi, je m'aperçois que dans certains établissements, on voit sur le lot viande de bœuf, par exemple, on va marquer pour le pot-au-feu, souvent les gens marquent pas le rond de bœuf et ils vont mettre un quantitatif estimatif, par exemple, on va dire à 700-800 kilos par an. Sauf qu'il convient vraiment de discuter avec les bouchers, avec les producteurs, parce que sur un bœuf de à peu près 350-400 kilos de viande, le paleron, c'est 6 kilos. Et si demain, vous voulez faire un pot-au-feu de 80 ou 90 kilos, eh bien, ça veut dire que vous devez tuer 15 bœufs. Et derrière, il faut valoriser cette viande. Il faut pouvoir valoriser tout le reste de la bête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de réaliser chez nous pour faire des bêtes à l'équilibre, voilà, où on achète vraiment parfois des bêtes entières. On peut se mettre à plusieurs établissements où là, effectivement, on va pouvoir valoriser toute la bête. Et plutôt que de mettre du paleron uniquement dans son marché ou dans ses bordereaux prix unitaires, eh bien, on va plutôt mettre de la viande abraisée, type gîte à la noix, type paleron, type choses comme ça. Et là, ça va pouvoir vraiment permettre aux petits producteurs qui se font peur, du coup, de se dire, mais attends, si on me demande 40 kilos de paleron, comment je vais faire? Je ne vais pas tuer 15 bœufs. Eh bien, effectivement, en essayant d'élargir au maximum et encore une fois, d'allotir au maximum, c'est comme ça que les petits fournisseurs locaux vont pouvoir répondre. Et du coup, comme ils ont des spécificités sur lesquelles parfois les grands groupes ne peuvent pas répondre, eh bien, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir les faire entrer. Ok. Merci, merci Nicolas. Ça me permet de rebondir aussi un petit peu sur aujourd'hui finalement, quel est votre coût matière? Est-ce que entre l'avant et maintenant où on a mis davantage de produits locaux, de produits labellisés, est-ce que finalement on arrive à être à coût constant? C'est vrai, on a souvent, enfin, quand je me souviens de réactions relativement vives de la part des professionnels de la restauration collective, notamment territoriale, sur voilà, qui en bout de ligne assume le surcoût lié à un approvisionnement dit durable. Quel est le constat, vous, aujourd'hui, dans vos établissements? Alors moi, je crois que la véritable question, c'est y a-t-il un surcoût? Et moi, j'en suis pas sûr du tout. Et moi, je vais même dire plutôt le contraire. C'est que lorsqu'on dit mettre de la viande de porc ou mettre de la viande de bœuf label rouge, ça représente un surcoût au sein de votre service de restauration, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'il ne faut pas regarder que le prix de la viande au départ. Ce qu'il faut regarder, il faut faire vraiment des analyses assez fines au niveau des exudats et des pertes de viande à la cuisson. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a mis en place, on met en place des process de cuisson basse température et de cuisson de nuit. Des cuissons très très longues à basse température qui permettent justement de limiter au maximum les exudats de viande. Et on a fait un test il y a quelques années donc avec le syndicat des viandes. On avait acheté par exemple sur de la viande de porc, du porc charcutier. Et après, on a fait le même test avec du porc label rouge. On s'est aperçu que sur des cuissons traditionnelles en sauteuse, tout simplement, on avait à la sortie environ entre 38 à 41% de pertes à la cuisson. Lorsqu'on prend une cuisson basse température, on descend à 21% de perte, donc il y a quand même un gain énorme. Et lorsqu'on prend un porc de qualité label rouge, eh bien on descend à peu près à 16-17% de perte à la sortie cuisson. Donc au final, certes, il y a un surcoût au départ lorsqu'on achète la viande, mais étant donné qu'il y a beaucoup moins de pertes à la cuisson, ben, on va en acheter beaucoup moins en poids brut. Et c'est tout l'intérêt d'Isidis, de faire cette valorisation au niveau des fiches recettes entre poids net et poids brut. Et on s'aperçoit qu'au final, eh bien, il n'y a pas de surcoût, puisqu'on achète moins de viande au départ, et à la finalité, le résultat dans l'assiette, le grammage est le même, et au moins on apporte du sain et de la santé à nos gamins. Ouais, et au niveau gustatif, je suppose que c'est aussi, complètement... vous le voyez dans les assiettes, en fin de compte, oui. que finalement, gustativement, c'est aussi plus savoureux, peut-être moins sec, et donc Oui, on le les voit dans assiettes les... sont…
On le voit dans les terminés? assiettes, et puis on le voit non seulement dans les assiettes, et puis en plus en travaillant sur ces process de cuisson basse température et de cuisson de nuit, on va travailler sur des températures qui vont faire qu'on ne va pas mettre en action très vite le collagène de la viande. Donc du coup, on va avoir une tendreté très intéressante qui permet d'être savoureuse au niveau du gamin. Parce que les élèves aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de relativement tendre. J'ajoute que lorsque l'on travaille des roast beef, plutôt que de travailler des produits de roast beef de type tente de tranche, eh bien avec ce principe de cuisson qu'on a dans les fours, au jour d'aujourd'hui, on peut travailler des morceaux de deuxième catégorie de type boule de macreuse et on peut avoir des roast beef aujourd'hui d'une tendreté absolument exceptionnelle en travaillant justement sur ces températures à cœur et en évitant de mettre trop en action le collagène de la viande, ce qui permet de garder la tendreté et du coup d'avoir un roast beef parfait avec une viande de deuxième catégorie qui au final ne va pas impacter de manière trop importante le budget alimentaire. Le coût matière, d'accord. Serge, vous souhaitez intervenir? Vous aussi, vous êtes finalement sur budget constant ou... Nous, on est sur un budget constant. Hein, donc, pour le département, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais nous, on est à 1,90 € au niveau des collèges en coût matière. Donc pour le repas donc pour le repas du déjeuner. midi, Hein. ouais, tout à fait. Mais je rebondis, enfin, j'adhère complètement aux propos de Nicolas. Je veux dire, aujourd'hui, et puis toutes les pistes, aujourd'hui, la loi Egalim nous oriente quand même avec quand même un certain nombre de pistes qui vont nous permettre de garder ce coût constant. Hein. Donc, bien sûr, le gaspillage alimentaire, à partir du moment où on est attentif à son gaspillage. Deux, aujourd'hui, dans le cadre de la loi Egalim, il a fallu quand même qu'on mette depuis 2019 un plat végétarien en place, une fois par semaine, chose que nous, on fait dans le département. Donc, ce qui nous donne aujourd'hui quand même un coût matière qui est moindre à partir du moment où on met des protéines végétales une fois par semaine. Ça, c'est un deuxième point sur lequel on va aussi travailler à partir du moment où sur le menu végétarien, on le prend tel quel. Ça veut dire qu'on travaille plus souvent effectivement avec de la légumineuse et puis on travaille nos légumes plutôt qu'effectivement à acheter un steak végétal ou une boulette végétale qui là va peut-être des fois avoir un coût même supérieur aujourd'hui à un produit standard. Et après, je rejoins aussi Nicolas là-dessus. Je pense qu'il y a aujourd'hui, pour tenir ce coût constant, il y a plein de points à prendre en compte. Il y a le matériel. C'est vrai qu'on parlait de vario cooking, de four, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi du matériel performance qui nous permet de réduire nos pertes au moment de la cuisson. Ça, c'est important. Mais derrière ça, il y a aussi la formation de nos agents. Nous, aujourd'hui, sur le département, on a fait une note de service. Enfin, moi, j'ai fait une note de service pour proposer donc la création d'une école des chefs au sein du département pour avoir un chef de l'innovation culinaire. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait très bien Nicolas, aujourd'hui, les produits que l'on a, les produits de qualité, comme les produits bio aussi, essentiellement les fruits et les légumes, ne se travaillent plus comme on avait l'habitude de le travailler. Aujourd'hui, on mettait pas ça dans la sauteuse, on couvrait puis on attendait que ça cuise. Aujourd'hui, il y avait une vraie préparation et à partir du moment, si on prend ne serait-ce qu'une carotte, en bio, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de la râper. Donc, il y a effectivement cette perte qu'on avait au niveau de la pluche, mais derrière ça, le produit, on va le travailler différemment. Et c'est un produit qui va moins perdre à la cuisson, mais en plus qui aura plus de goût, comme le disait Nicolas. Donc, aujourd'hui, ça nous permet, et moi, c'est la projection qu'on a fait nous aux élus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un impact supérieur sur nos coûts matières. D'accord, ok. Il est 14h46. J'aurais voulu qu'on puisse parler d'autres choses, mais j'aimerais aussi qu'on puisse répondre à quelques questions. On a par exemple Isabelle Chemoul qui nous dit: comment faites-vous pour l'approvisionnement des petites demi-pensions en cuisine autogérée? Est-ce la collectivité qui fait le marché pour tous les collèges ou tous les lycées? Alors nous, dans le cadre de l'appel d'offres qu'on a lancé, qui démarra au 1er janvier 2021, nous, avant, on a effectivement mis en place une convention d'adhésion à l'ensemble des collèges. Donc, on a fourni à l'ensemble des collèges une convention d'adhésion qui était à faire voter en conseil d'administration. Et à partir du moment, effectivement, où le conseil d'administration avait voté à cette adhésion, automatiquement, il a la possibilité d'intégrer ce groupement de commandes. D'accord. Et donc Isabelle dit: oui, combien de personnes êtes-vous dans votre service?
pour Alors, gérer tout ça? donc, pour gérer tout ça, moi, j'ai 3 techniciens de restauration D'accord. qui ont chacun un secteur sur les 111 collèges, qui sont spécialisés sur. J'ai un technicien sur la restauration sur place, un technicien sur la restauration Europe à livrer, et un technicien sur la restauration d'assemblage, plus les 2 restaurants administratifs. Donc, globalement, on est 4 sur le service. Mm. On a également Olivier, Olivier Pellan qui dit oui, je suis d'accord avec Serge sur l'intérêt de mieux travailler les produits, mais les équipes de collège sont de plus en plus petites. Ici, on est 2 pour 300 repas jour et le matériel, c'est pas top. Comme la plupart d'entre nous. Donc, oui, je suppose que oui, en effet, peut-être chaque établissement a ses propres contraintes. Oui, chaque établissement en fonction effectivement à ses propres comptes. Donc après, la difficulté, enfin voilà, nous sur un département, je vous le disais en préambule, on a plusieurs directions, dont la direction de la gestion du patrimoine avec laquelle on travaille. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un travail de fond qui est fait entre les techniciens de restauration et les techniciens de la DGP pour aussi innover à chaque remplacement de matériel. On est automatiquement on vient en conseil pour donner effectivement quelle typologie de matériel il faut mettre en place. Et aujourd'hui, derrière ça, on a travaillé, on a fait, nous on travaille, c'est vrai que on l'a pas cité, mais enfin le Vario Cooking, c'est essentiellement du rational comme nos fours. Donc je sais que nous, on va régulièrement aussi à des démos et à des présentations de ces matériels-là pour connaître la maîtrise de ces outils. Et Mhm. aujourd'hui, on essaye effectivement de les développer le plus souvent possible pour permettre à nos équipes qui sont, on le dit, hein, qui sont pas toujours, qui sont relativement restreintes pour pouvoir garantir effectivement le fonctionnement de la restauration et puis de sortir effectivement une prestation parce qu'on oublie souvent la satisfaction des convives. Mhm. Mhm. Ouais. Alors, Alors, oui, oui, pardon. allez-y. En ce qui concerne donc pour les approvisionnements, hein, des petites demi-pensions, nous, il faut savoir qu'il y a un partenariat qui a été monté avec la Chambre d'agriculture. Et donc, du coup, on a construit une boîte à outils qui permet de pouvoir construire son marché, même pour les petites demi-pensions, même lorsqu'on est dans le cadre de MAPA et avec éventuellement une aide disponible au niveau technique pour pouvoir aider les petites demi-pensions justement à faire leur sourcing, à pouvoir construire leur propre appel d'offres et de manière à pouvoir s'approvisionner au mieux sur l'aspect local. En ce qui concerne la valorisation de la production, et notamment, je vois M. Briand qui explique qu'ils sont 2 pour 620, et je vous confirme que ça paraît extrêmement peu. Là, pour le coup, là, je dis bravo à monsieur, puisque je vois qu'en plus, il travaille tout en frais. Donc, vraiment, là, enfin, moi, je suis assez admiratif. Pour autant, au niveau de la région Normandie, un petit peu comme Serge, nous avons des conseillers techniques qui font régulièrement des diagnostics au sein des différents établissements en termes de matériel lorsque les besoins se font sentir. Alors, à l'échelle de notre collectivité, bien évidemment, je n'aurai pas malheureusement les réponses pour tout le monde, mais à l'échelle de notre collectivité, eh bien, lorsque des matériels se font vieillissants et qu'il devient difficile de travailler avec, eh bien, le conseil régional essaie de faire en sorte soit par le biais du FCSH ou autre, de remplacer ce type de matériel. J'ajoute que lorsque l'on regarde un petit peu autour de soi chez les fournisseurs locaux, on peut parfois être très surpris, et pour M. Briand, ça peut peut-être être intéressant, je ne sais pas dans quelle région il est, mais il y a beaucoup de producteurs locaux parfois, notamment au niveau des légumes, parce qu'on sait que la légumerie prend énormément de temps au niveau de la pluche de légumes, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des petites légumeries locales qui se sont installées et qui valorisent les légumes locaux des producteurs à 20 ou 30 km. C'est le cas chez nous, à une trentaine de kilomètres de chez nous, où on a une petite entreprise qui s'est spécialisée dans la pluche de légumes. Ils valorisent vraiment la production de maraîchers qui sont à proximité immédiate de chez eux. Et on reçoit notamment de la pomme de terre fraîche coupée ou entière sous vide uniquement. Elle est juste épluchée, elle est mise sous vide. On reçoit des carottes épluchées, on reçoit parfois des choux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur à ajouter à payer quelqu'un à éplucher ses légumes. Il vaut mieux justement employer la force humaine que l'on a dans nos équipes à travailler de la pâtisserie maison ou à travailler des recettes vraiment sympathiques, à valoriser des produits locaux. Et pour autant, eh bien, si on peut effectivement bénéficier de ce type de produits qui sont déjà épluchés et mis sous vide, très honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Ouais, et moi, je voudrais vraiment rebondir. C'est un point que Nicolas a abordé et qui est très important. C'est que nous, on a la chance sur le Val d'Oise d'être automatiquement interpellé sur la construction, puisqu'on a la chance de construire quasiment un collège par an, voire en 2023, on va construire 2 collèges par an. Et on est à chaque fois interpellé on nous demande de valider les plans avec les cuisinistes. Et aujourd'hui, ce que dit Nicolas, nous, aujourd'hui, on fait enlever effectivement les éplucheuses, parce qu'à chaque fois, le cuisiniste va nous mettre effectivement les 2 sauteuses, le steam, la plaque de feu, les fours, etc. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir cette vision, et je rejoins totalement Nicolas sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur ajoutée à éplucher les légumes. Donc aujourd'hui, nous, on fait effectivement enlever ce qu'on appelait vulgairement à notre époque la parmentière. Et aujourd'hui, on retravaille aussi sur la mise en place de Vario Cooking, hein, puisqu'on fait aussi enlever les friteuses. Nous, on fait mettre en règle générale un Vario, le 211, qui nous permet de faire des frites, parce que ça nous permet aussi, il y a aussi cette notion de mutualiser. On parlait de routine à travers nos chefs, etc. Mais aujourd'hui, on mutualise certains produits, hein, certains outils. Le Vario Cooking, il est aujourd'hui, vous le mettez en friteuse au moment du service, mais il aura servi effectivement à cuire. Et nous, on a fait la démonstration au sein de la DGP, de la Direction de la gestion du patrimoine, qu'aujourd'hui, nous, de 7 matériels, ils en ont plus que 4. Et aujourd'hui, on gagne 30% aussi sur l'espace en cuisine centrale. On sait qu'aujourd'hui, le mètre carré coûte cher. Et aujourd'hui, on donne des outils performants à nos chefs, où, comme ça leur permet effectivement, comme le disait Nicolas en préambule, de pouvoir travailler des fois en flux tendu et de cuire très rapidement des produits. Et puis aujourd'hui, voilà, à un moment donné, il y a un recentrage sur aujourd'hui ce qui n'est plus en valeur ajoutée. Oui, Olivier Pelan nous dit oui, il y a également les CAT qui proposent parfois des services de légumerie. C'est vrai. Tout à fait. Complètement, c'est une vraie démarche. C'est une vraie démarche. Ça permet à la fois d'insérer le travail protégé et de le mettre en corrélation avec notre mission à nous. Donc moi, je trouve que, et vraiment, hein, moi, j'invite vraiment les collègues, hein, à regarder autour de chez soi, parce que moi, j'avais été surpris. Je ne pensais pas que ce genre de choses pouvait exister. J'ai eu l'occasion vraiment, en commençant à travailler sur les sourcings, de m'apercevoir qu'il y a une offre très très riche parfois à quelques pas de chez nous et qu'on n'imagine même pas. Ouais. Alors, on arrive vers la fin, il est 14h55. Alors, je vais vous demander à Nicolas et Serge d'être concis. On a parlé de beaucoup de choses. Pour le mot de la fin, quels seraient les conseils ou le conseil que vous donneriez à vos confrères, à vos collègues, justement pour ceux qui souhaitent mettre en place donc un conseil sur la démarche de réduction de gaspillage et puis peut-être un conseil sur l'achat plus local. Je vais laisser démarrer Nicolas. Il est courageux, hein, Serge? Bon, alors on va être concis. Donc moi sur l'achat local, hein, comme je l'ai dit, hein, je le martèle, mais je signe et je confirme en disant surtout la règle de base, avant de faire le moindre marché, renseignez-vous vraiment de toute la ressource disponible que vous avez autour de chez vous, vraiment autour de vos établissements. Rencontrez, n'hésitez pas, c'est complètement légal, hein, de faire du sourcing. Le Code des marchés publics l'autorise pleinement, et voire même le Conseil, de rencontrer tous ces fournisseurs, tous ces petits producteurs que vous pouvez avoir à côté de chez vous. Renseignez-vous de leurs problématiques, de quelles sont leurs contraintes, de quels sont leurs aspects techniques, et justement, servez-vous de ça d'une force et intégrez-les dans vos cahiers des charges pour faire en sorte que vous puissiez travailler avec eux. Et puis, le deuxième conseil que j'aurais tendance à prôner, c'est, Serge disait très bien tout à l'heure, si vous voulez vraiment optimiser votre production, il faut effectivement passer par la formation de l'ensemble des différents chefs. Et la formation, ce n'est pas forcément toujours une formation dans un showroom à 30 ou 40 km de chez vous. Je pense que la formation, c'est parfois de faire venir le formateur sur site et d'expliquer, de montrer, d'aider le chef de cuisine à mieux travailler, à mieux optimiser son travail avec le matériel qu'il a au sein de son propre établissement. Parce que bien souvent, on s'aperçoit, moi, dans le cadre de formation, que évidemment, on a des matériels assez performants, donc les chefs arrivent, ils sont enchantés, ils repartent. Oui, mais moi, chez moi, in fine, je ne pourrais pas le mettre en place parce que je n'ai pas telle et telle possibilité en termes de matériel. Donc, je crois qu'il faut voir le problème un petit peu à l'envers dans la formation. C'est plutôt que d'envoyer le chef de cuisine en formation, il faut plutôt envoyer le formateur former le chef de cuisine au sein de son propre établissement pour l'aider à optimiser et à lui trouver des pistes de travail pour pouvoir améliorer son outil de production.
Merci Nicolas. Serge, le mot de la fin? Ouais, pour le mot de la fin, c'est effectivement le sourcing, ne pas hésiter à lotir au maximum pour les petits producteurs, avoir aussi une bonne photo aujourd'hui de ce qui est disponible autour de nous, ça c'est la première chose. Et puis, comme le disait Nicolas, aujourd'hui, il faut, voilà, la formation est importante, la formation, et il ne faut pas toujours avoir des idées préconçues. Je pense qu'il faut avoir aussi il faut mettre de côté aujourd'hui nos habitudes, etc., et voir différemment. Et puis, dernier point, je pense que pour tout ça, avec Nicolas, voilà, nous, on est prêt à vous accueillir ou même à vous renseigner. Il n'y a pas de souci pour donner nos adresses mail. C'est avec plaisir que nous, on est prêt, je pense aussi, Nicolas, à vous accueillir pour vous expliquer un peu plus finement comment nous, on a mis en place certaines choses. Voilà. Avec plaisir, sachant que nous n'avons pas la science infuse et que nous sommes, comme vous, nous sommes allés chercher des informations, nous nous sommes formés et nous nous remettons en question très régulièrement, ce qui nous permet Non. aujourd'hui de pouvoir en apprendre tous les jours et puis d'aider les autres et de se faire aider. Voilà. Super. Merci Nicolas, merci Serge, merci à tous pour votre participation. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat. On voit que c'est une thématique qui mobilise, qui nourrit beaucoup la réflexion, qui permet aussi d'innover. On refera peut-être une thématique comme ça, si vous le souhaitez, peut-être en 2021. Mais vraiment, voilà, merci Nicolas et Serge pour vos interventions. On enverra le replay de manière à ce que si jamais vous avez des collègues ou des confrères qui étaient peut-être pas disponibles cet après-midi, s'ils souhaitent visionner ces échanges, ce sera disponible. Et puis, si vous avez des questions, en effet, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet easylist.com si vous souhaitez être en relation donc, avec Nicolas et Serge. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils prendraient potentiellement des questions. N'hésitez pas, on sera ravis de vous mettre en contact. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et puis à bientôt. Voilà. Merci à Merci. tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Voilà.